puisque remerciements il y a eu, c'est à mon tour de les produire. Pouvoir participer à l'université populaire, c'est plus qu'une chance, c'est un honneur. Il n'y a pas d'expression plus démocratiquement noble ou noblement démocratique, à mon sens, que l'université populaire. Deuxième remerciement, il pourrait s'adresser à mon père, qui était mon premier professeur de films de guerre. Et certes, il a bien des raisons de sonder ce genre, mais effectivement, c'est un peu par lui que les choses ont commencé. Et le troisième remerciement correspondra à un major britannique chez lequel j'ai eu la chance de résider pendant un voyage scolaire. Alors cet individu haut en couleur était un vétéran des Malouines et outre les petits déjeuners extrêmement copieux qu'il proposait et le brandy que généreusement il distribuait le soir, cet individu a bien voulu répondre à une question tout à fait naïve qui était la suivante. Bon, et alors, monsieur le major, les films de guerre, qu'est-ce que vous en pensez? Réponse imparable, ça n'existe pas. Le film de guerre n'a pas de sens pour le vétéran militaire qui était ce major, et sa réponse, qu'on pourrait traduire de manière théorique comme suit, doit nous faire réfléchir. La réponse finalement qu'il me donnait, c'était « il n'y a pas de réalisme possible de la guerre. La sensibilité audiovisuelle ne suffit pas. C'est l'odeur, c'est le tactile, c'est la violence, c'est la boue, et ça ne se traduit pas par un film. L'audiovisuel est impuissant à reproduire ça. » Évidemment, comme j'étais jeune, naïf, candide, c'était il y a 5-6 ans, j'ai persisté. Je lui ai dit, mais quand même, Samuel Fuller, quand il représente le débarquement dans Big Red One, c'est réaliste, on y croit? Non, pas du tout. Alors, évidemment, je persiste dans le mal et je finis par lui dire, mais le soldat Ryan, pendant une demi-heure, on en a plein les oreilles, il y a un type qui ramasse son bras. Et là, il m'a dit, si tu continues, si tu me parles de ces pitreries baroques que sont Apocalypse Now ou Full Metal Jacket, tu n'as pas de petit déjeuner. Donc évidemment, j'ai arrêté. En fait, le problème qu'on a, c'est que ce qu'on appelle film de guerre est un genre qui n'existe pas, effectivement. D'abord, l'expression, elle est problématique, et les anglo-saxons, notamment, se sont demandé si on ne pouvait pas trouver mieux que ça. Par exemple, on pourrait dire film de combat, combat film. C'est-à-dire qu'on quitterait le domaine daté, chronologiquement identifiable, référentiel. On dirait, voilà, on se bat. Ce serait une manière de définir le film. Ce n'est pas absolument satisfaisant. Deuxième problème qu'on a, c'est que la guerre est toujours un spectacle et que c'est complètement malsain. On finit par aller au cinéma en se disant « Ah, ça va être trop bien, là, hein, quand ce sera un restaurant en 4K, d'entendre les pales des hélicoptères au début d'Apocalypse Now. » Là aussi, il y a un problème. Ce qu'on ne supporterait pas à moins de 10% dans la réalité, on veut l'avoir en Dolby Surround sur le grand écran. Et si on continue dans l'ambiguïté, on finit par se dire, en plus, c'est un genre hyper masculin. On pourrait le définir, et ça aussi, les anglo-saxons ont proposé, Men on Mission. Ce sont des hommes en mission. Et finalement, on retombe sur un schéma narratif qui rappelle à la fois le conte, l'épopée. En un sens, c'est pas faux, on est toujours entre l'Iliade et l'Odyssée, dans le film de guerre, qu'on n'appellera donc pas film de guerre, puisque ça n'existe pas. Et on a un autre problème, c'est que la plupart des films de guerre arrivent quand même à dire, la guerre, c'est pas très bien. Donc un war film, un film de guerre, c'est un anti-war film. Alors c'est quand même compliqué, puisqu'on est parti d'un genre qui n'existait pas, puis en plus on arrive à un véritable oxymore, une antithèse totale qui annihile le genre. Donc, après 4 minutes d'introduction qui ont sabordé totalement le sujet, on va essayer de le traiter. Premièrement, il y a le problème du choix du corpus. Il y a énormément de films de guerre intéressants, on peut même en dresser une typologie. Alors, j'avais 27 catégories, je les ai réduites un petit peu, je vous les soumets. On a par exemple le baroque sublime, alors là ce serait par exemple Coppola. On a le picaresque onirique, ce serait Klimov, Requiem pour un massacre en 84, un film soviétique. Les vues du côté de l'ennemi, c'est encore plus violent, ça ne pékine pas. Les fresques historiques, Daryl Zanuck avec Le jour le plus long. Les films toujours plus réalistes, mais en fait le réalisme n'est pas possible. Donc là vous avez Spielberg notamment, mais aussi ailleurs. Les reconstitutions de crimes de guerre, les massacres, donc ça c'est un genre en soi si on veut. Les huis clos en sous-marin, les femmes qui recherchent les disparus, les traumas extrêmes et allégoriques, les œuvres méditatives, les ironistes, les réflexifs, les hommages, les fantômes, les sous-genres du mélodrame conditionné par le conflit, les archives croisées avec les réanimations esthétiques, ça c'est le dernier film de Pete Jackson. Alors, pour un genre qui n'existe pas, c'est quand même frappant de voir qu'on peut le traiter en sous-genres. Et on ne les traitera pas, ces sous-genres, sauf qu'on va tous les croiser. Car le corpus ce soir proposé est le suivant. Ne seront ici regardés que des extraits de films réalisés par des gens qui ont vraiment couvert un conflit, qui l'ont subi, c'est-à-dire qui ont contribué à le produire. Pour le dire de manière plus simple et plus concise, on a affaire à des soldats qui deviennent cinéastes, et pas l'inverse.
C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de Capra qui coordonne pourquoi nous combattons, de Ford, de Stevens ou Hitchcock qui contribuent à monter les images d'archives très récentes pour le procès de Nuremberg. Non, on va plutôt parler de quelqu'un comme Samuel Fuller, qui naît en un sens comme artiste et comme journaliste définitif sur le champ de bataille et qui ne devient cinéaste que dans la foulée. Donc c'est un cas très spécifique et honnêtement c'était quand même pour respecter la vision du Major que d'aller au moins voir des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Néanmoins, on a affaire, encore une fois, à un genre hautement problématique. Ajoutez à ça que toute portion documentaire, toujours problématique, ça on va dire, ah mais c'est une fiction, mais il y a une dimension documentaire, c'est réaliste, parce que c'est comme du documentaire. C'est oublier que tout documentaire tend à la fiction, parce que vous la scénarisez, parce que vous la montez, parce que vous la montrez, et c'est oublier que, toute fiction, en revanche, tend au documentaire parce qu'elle témoigne de son propre tournage. Donc de toute façon, les catégories de documentaire et de fiction ne nous serviront à rien ce soir. Même si on peut dire, oui, voilà des films de fiction, qui sont parfois autobiographiques. Nouvelle contradiction. On n'aura donc pas affaire à des films documentaires, à des films de propagande, puisque le sujet sera traité bientôt, et on doit éliminer d'une certaine façon aussi les réalisateurs qui ont connu le champ de bataille, mais qui ne le représentent pas particulièrement. Parmi les 4 borgnes de Hollywood, Fritz Lang a perdu son œil sur un champ de bataille, dans les tranchées, du côté austro-hongrois. Mais il n'a pas fait de film de guerre qui représentait exactement un conflit de cette nature. Conclusion, Fritz Lang ne correspond pas exactement à notre objet d'étude ce soir. On doit considérer aussi les cas problématiques où les gens mentent ou ne disent pas tout à fait la vérité, comme Dovzhenko, c'est un des plus grands réalisateurs soviétiques, mais manifestement il a beaucoup moins fait la guerre qu'il n'a été prisonnier. Donc quand il fait Arsenal en 1927, c'est pas forcément hyper fiable. Continuons, des blessés ou des prisonniers de guerre intéressants, il y en a. Pabst, responsable d'un des plus grands films antimilitaristes des années 30, ou Yang So, qui est obsédé à la fois par la guerre et par l'emprisonnement. Encore une fois, on ne va pas vraiment traiter ce type de film, on va plutôt s'intéresser au champ de bataille, même pas tellement aux vétérans qui parleraient de l'après-guerre, mais vraiment du pendant-guerre. Finalement, on en arrive même à éliminer un certain nombre de questions autour des acteurs. Vous avez des acteurs très célèbres aux États-Unis comme Audie Murphy dans les années 50, qui est un véritable héros de guerre et qui va jouer le héros de guerre dans les films. Ce ne sera pas le sujet non plus, mais on croisera quand même Lee Marvin, qui était un vrai Marine pendant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir des supports variables et des films avec une ouverture géographique et chronologique assez ambitieuse, en fait un peu trop même. Globalement, il y aura pas mal de films américains, on ira du côté d'Israël, de la France, de l'Allemagne, de l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne. On va considérer des conflits qui vont de la Première Guerre mondiale au conflit dit ex-yougoslave, ce qui permettra d'avoir des exemples qui, trop divers, ne permettent pas une comparaison absolument rigoureuse et scientifique, mais au moins ouvrent le débat. Et finalement, le grand nombre, peut-être un peu trop grand nombre d'exemples, au moins permettra de lancer un certain nombre de pistes. Les démarches adoptées seront les suivantes. Premièrement, la théorisation sera assez faible, puisque le film de guerre, on a bien vu, poser problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne se référera pas à certains universitaires, notamment anglo-saxons. Deuxième point, on va étudier des singularités stylistiques, donc on va faire un peu de micro-analyse, on montrera des séquences, des photogrammes, on comparera ce que ça donne. Il y aura une dimension, troisième point, sémiologique, qu'est-ce que dit l'image au-delà même de ce qu'on a voulu produire. Quatrième aspect, on utilisera de la génétique, c'est-à-dire comment est-ce que les films sont produits. Je vous montrerai notamment un extrait de scénario authentique. Et finalement, on croisera ces différentes démarches pour essayer de rendre compte de cette question. Qu'est-ce que c'est que faire, voir la guerre? Faire la guerre, on comprend. Faire voir la guerre, c'est impossible. Et pourtant, ils sont nombreux, ces cinéastes, à tenter de le faire. À commencer par Amos Gitaï, que vous avez sous les yeux depuis une dizaine de minutes, et qui se trouve en 1999 sur, non pas un champ de bataille, mais un lieu de tournage. Il est en train de préparer une des scènes les plus importantes en termes de figurants et de balistique de Kippour. Et ce film, on va commencer par en voir un extrait. Ce sera le plus long extrait, histoire de bien entrer dedans. Les fichiers vidéo sont de qualité diverses. Vous allez voir des choses assez insolites, comme parfois des films français sous-titrés en portugais. Mais disons que tous les films ne sont pas aussi facilement accessibles les uns que les autres. Et j'ai préféré privilégier l'intérêt de l'extrait plutôt que sa qualité visuelle ou audio. Voici donc un extrait de Kippour, c'est-à-dire une retranscription de la guerre de Kippour. Nous sommes dans un hélicoptère Bell 205, nous sommes au-dessus du plateau du Golan, ou du moins c'est ce que la fiction autobiographique de Amos Gitaï nous raconte. Dans cet hélicoptère, qui n'est pas un hélicoptère d'attaque, mais un hélicoptère infirmier, qui va chercher les blessés
pas les morts, parce que les morts, ça ne sert à rien de les ramasser. On est donc au-dessus du sol que l'on regarde avec les soldats, et dans un hélicoptère qui, a priori, ne peut pas être considéré comme agressif en tant que tel, mais qui se trouve bel et bien au milieu d'un conflit armé entre Israël et la Syrie. L'image est un peu obscure, mais ce que l'on voit, c'est un homme qu'on essaye d'extraire de la carcasse de cet hélicoptère abattu. La question devient, quelle est exactement l'image qu'on a sous les yeux et que signifie-t-elle? Elle signifie deux choses. Elle signifie que des rescapés ont survécu au tir syrien d'un missile air qui était censé éliminer l'ennemi.
ce que l'on voit aussi, d'une manière beaucoup plus symbolique mais non moins évidente, c'est la naissance d'un homme qu'on extrait d'une matrice. Et c'est vraiment ça que signifie cette séquence de Kippour, qui a tout de suite frappé le public dans l'année 2000, lorsque le film est sorti en salle de manière internationale et a remporté des prix dans des festivals. Ce film représente une terre labourée que l'on pourrait cultiver, qui pourrait servir la vie, et qui finalement n'est plus que génératrice de mort et où la boue et le sang se mélangent. Néanmoins, de la carcasse sortent des survivants qui sont en train de connaître une nouvelle naissance. Un certain Weinrod se trouve dans l'hélicoptère, ça c'est la fiction. C'est le vrai nom d'Amos Gitaï qui ensuite choisira un pseudonyme pour devenir artiste cinéaste. Et entre le moment où il a une petite caméra qui l'accompagne pour filmer la guerre du Kippour, dont il tirera d'ailleurs un documentaire l'année précédente de la fiction, et le moment où il réalise Kippour, il y a ce moment de basculement entre la mort évitée et la naissance constatée. Donc on a affaire, et ce sera donc le premier point, ainsi que vous pouvez le voir, à ce paradoxe que la guerre est aussi mortelle que matricielle. Et les individus qu'on va considérer, les cinéastes dont on va voir le travail en partie, sont des gens qui considèrent qu'ils sont nés de la guerre, non pas nés avec la guerre, mais nés par la guerre. Donc c'est vraiment une vision dramatique, dramatisée, mais aussi hautement symbolique. Naturellement, on a affaire à une initiation qui est aussi traumatisante que nécessaire dans le coup d'œil rétrospectif. Qu'est-ce qu'a été ma vie? Quels ont été les grands changements? La guerre a toujours été le moment fatidique, le bouleversement fatal qui a permis de devenir ce qu'on était. On peut considérer un autre exemple, un autre cinéaste israélien, Harry Folman, qui dans Valse avec Bachir a à peu près le même raisonnement alors que l'histoire n'est pas du tout la même. Valse avec Bachir, c'est un film qui date de 2008, qui croise l'animation et le live action. Il est connu d'ailleurs pour cela. Il a été largement source d'inspiration d'ailleurs pour des films de traumatisme suite à des massacres de masse ou des films de guerre plus récents. Ce film de 2008 se réfère cette fois-ci à l'opération dite Paix en Galilée, donc la guerre du Liban en 1982, le moment où d'ailleurs Harry Folman, à son corps défendant, assiste au massacre de Sabra et Shatila. C'est ça dont parle Valse avec Bachir, et Harry Folman raconte ce qu'il a subi, c'est-à-dire une amnésie traumatique. Non, il ne se souvenait pas d'être à Sabra et Shatila. Ça paraît incroyable, mais c'est le point de départ du film. Voici un extrait où la mémoire, nous sommes à 7 minutes et 30 secondes du film, la mémoire commence à revenir au réalisateur qui se met en scène lui-même, et cette fois-ci avec un crible autobiographique, non pas du nom changé, mais de l'apparence humaine devenue dessinée, le film d'animation, et le souvenir commence à lui revenir, le traumatisme à se révéler. Là, on va regarder ça de plus près. Ce qui nous frappe, c'est qu'entre les deux exemples, il y a un point commun fondamental, à savoir la recherche d'un dispositif. C'est-à-dire que comme le réalisme semble extrêmement difficile à atteindre dans le cas du film de guerre, du film traumatique, on passe
par des dispositifs esthétiques extrêmement forts. Sinon le plan séquence, du moins le plan très long chez Amos Gitaï, qui par ailleurs ne vous a même pas montré ce qui s'est vraiment passé dans l'hélicoptère, puisque le pilote a été décapité. Gitaï renonce à montrer une scène qui pourrait virer au grotesque ou au cinéma gore tout à fait inopportun dans cette circonstance. Le problème de Fallman, c'est de représenter ce qu'on a perdu, l'image manquante, l'image mémorielle, le sentiment de culpabilité. Donc, le choix du dispositif, cette fois-ci, on l'a compris, c'est le film d'animation. Maintenant, c'est quand même un film très traditionnel, en ceci qu'il est découpé et qu'il fait preuve d'un montage narratif et symbolique extrêmement serré. Ainsi, l'on constate que le personnage, c'est-à-dire Harry Fallman lui-même se représentant, va dans une direction qui est toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers l'avant. Ça s'appelle narrativement aller dans le sens de l'action. Pourtant, lui, son problème, c'est de chercher le passé. Il est donc fort logique qu'il finisse par se tourner, c'est-à-dire se détourner du présent face à l'océan hanté, c'est le titre d'ailleurs de la composition musicale de Max Richter, pour aller chercher derrière lui ce qu'il avait perdu. Alors qu'il est sur une plage à Tel Aviv, c'est derrière lui que Beyrouth réapparaît, et des lumières invraisemblables, quoique souvenirs authentiques, tombant du ciel, lui rappellent en fait qu'il s'agit de Sabra et Shatila progressivement. Changement de couleur, changement de mouvement, pas vraiment, puisque Harry Fallman, qu'on trouve souvent de dos, continue à creuser son passé en allant de la droite vers la gauche. Il ne faut pas oublier non plus que l'hébreu s'écrit dans le sens inverse des langues occidentales. Donc il y a un jeu entre la droite et la gauche et la droite, qui est ici assez serré. Cette valse avec Bachir, donc, est une manière de représenter l'aventure d'un souvenir. Mais c'est vraiment l'aventure. Cela se suit comme un film criminel, qui contient même un certain suspense, alors même que tout ce qui est raconté a déjà eu lieu. Donc on est bien dans les ambiguïtés du film de guerre. Alors, prenons un peu de recul. James Chapman, qui est un universitaire à Leicester, dit la chose suivante. Un film de guerre, quel qu'il soit, s'appuie sur 3 points fondamentaux. Le fait que ce soit une aventure, qu'il y ait une dimension tragique, et d'autre part, une volonté de spectacle. Aventure, tragique et spectacle. Et finalement, pour l'instant, on a vu à peu près, quoique dans des dispositifs originaux, ces aspects-là. Le dispositif, donc. Deuxième aspect de cette mortelle matrice, le fait de devoir passer par une transposition. Un film aussi célèbre que Platoon, 1985, par Oliver Stone, là encore, un ancien soldat racontant son expérience, cette fois-ci au Vietnam, dans une de ses séquences les plus célèbres, fait clairement allusion au massacre de My Lai, qui a eu un impact décisif pour la perception des citoyens américains dans le conflit vietnamien. C'est à ce moment-là, notamment, de la même façon que Sabra Shatila déclenché une prise de conscience très importante en Israël, 2 millions de manifestants quand même. De la même façon, le massacre de My Lai va avoir un impact sur le citoyen américain. Et que fait Oliver Stone? Il ne l'a pas connu, le massacre de My Lai, mais il le transpose dans Platoon. Alors même que le personnage principal est très clairement le représentant du réalisateur, et à bien des égards, et on verra que d'une manière symbolique, ça va assez loin d'ailleurs, il représente ce qu'il n'a pas vu, c'est-à-dire un moment décisif de la guerre du Vietnam menée par les Américains. On est ici à la 49e minute de Platoon 1985. Je vous épargne la suite parce que ça va durer 7 minutes. 7 minutes où un village pris de panique va être globalement exécuté et seulement partiellement sauvé par l'armée américaine. Donc, on a un phénomène traumatique et à un degré cette fois-ci collectif qui est représenté dans un film à caractère autobiographique. Autrement dit, quand on raconte la guerre, on ne raconte pas que la sienne, on raconte aussi celle des autres. Nul mieux qu'Andrzej Wajda, le Polonais, n'en est conscient. Wajda, c'est quelqu'un qui commence par le film de guerre. C'est quelqu'un qui a été guerrier du côté de la résistance non communiste en Pologne et qui, après 3 films de guerre, de résistance, n'en fera plus jamais, jusqu'à l'un de ces derniers en 2004. Wajda, il commence dans les années 60,
jusqu'à Katyn en 2004, un film qui parle d'un massacre bien connu, non pas perpétré par les nazis comme on l'a dit longtemps, mais par l'armée soviétique contre les Polonais, un massacre où le père même de Vaida a perdu la vie. C'est-à-dire que l'exaction, le massacre, le moment traumatique, c'est pas forcément seulement le mien, c'est aussi celui de la collectivité, Platoon, et celui de ma famille, famille élargie ou réduite, dans le cas de Vaida. Le film tout entier tend vers ce massacre, dont on ne verra pas non plus les images les plus difficiles, tout simplement parce qu'il me paraissait tout à fait malvenu d'enchaîner les horreurs. De toute façon, la plupart des extraits relèvent d'une forme de violence assez odieuse. Mais voici tout de même un ensemble de plans intéressants. Le massacre de Katyn a à peu près eu lieu, et voici comment Vaida essaye de le conclure, en sachant bien qu'il essaye de déterrer le souvenir de son père, c'est-à-dire qu'il montre la manière d'enterrer les défunts. Ce qui est très frappant, c'est que cet exemple reprend d'une manière étonnamment fidèle une des séquences finales de Platoon. C'est-à-dire que d'un film à l'autre, vous avez des effets d'influence. Au demeurant, mettez un hélicoptère de combat dans un film. On ne peut pas ne pas penser à Apocalypse Now. Il est impossible de faire un film de guerre avec un hélicoptère de combat sans penser à Apocalypse Now. Pourtant, c'est une illusion, puisque les fameuses séquences d'hélicoptères sont en partie reprises à un film de Joseph Losey qui précède le film de Coppola de 9 ans, Deux hommes en fuite, 1970. Autrement dit, le film de guerre, ou le war film, s'inscrit dans une logique qui est typiquement cinématographique d'influence et de remake permanent. Et une fiction influencera une fiction qui influencera un film à caractère autobiographique, etc., etc. Jusqu'au titre. Pourquoi Platoon s'appelle Platoon ? Parce qu'il s'inspire de Pierre Schoendorfer, qui a réalisé non pas un mais deux films qui contiennent le mot section, c'est-à-dire Platoon en anglais. La section Anderson, Oscar du film documentaire, et la 317e section. Autrement dit, il y a une influence stylistique, narrative, autoriale d'un film à l'autre, même si c'est un ancien soldat qui témoigne de son expérience, dans un film donc à caractère testimonial. Là où ça deviendrait encore plus prégnant, c'est si on pouvait remonter jusqu'au cinéma muet. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais il y en a quelques-uns. Notamment le réalisateur américain William Wellman. Wellman, c'était un cascadeur, mais avant, c'était surtout un homme qui conduisait des camions ou faisait du travail de force. Il n'était pas du tout destiné à devenir cinéaste, encore moins scénariste, et il sera les deux. Wellman, il a connu, avant toutes ses activités artistiques, la guerre des tranchées. Il était dans le bataillon Lafayette, un des bataillons les plus aéroportés de la Première Guerre mondiale, et d'autre part du côté des ambulanciers. Donc on n'est pas surpris de voir dans un film muet intitulé Wings, elle, en 1927, une manière de représenter un héros typique du film de guerre, l'aviateur, d'une manière beaucoup plus réaliste qu'on ne le verra 50 ans plus tard, par exemple. Voici un extrait donc de Wings en 1927. On peut trouver outré le jeu de l'acteur, on peut trouver artificiel le montage, mais encore une fois, l'aviateur est un tel stéréotype du héros de guerre que ce film, parmi les premiers à représenter une bataille aérienne, finalement fait preuve d'un réalisme tout à fait étonnant. Wellman va persister parce qu'il se trouve à un moment contextuellement favorable du cinéma hollywoodien, ce qu'on appelle le pré-code. Alors le pré-code, c'est une reconstruction historique. C'est-à-dire qu'à partir de 1934, il devient très difficile pour une femme de fumer dans la rue, pour un homme de s'asseoir en ayant les deux pieds ôtés du sol sur un lit de place où se trouverait justement une femme, parce que c'est trop suggestif. Ce code moral qui prête à sourire aujourd'hui, mais qui durera en gros jusqu'à Bonnie and Clyde de Arthur Penn en 1967,
Ce code de morale et de censure permettra une productivité, une inventivité métaphorique comme nul autre, à nul autre pareil dans l'histoire du cinéma. Mais il y a la période pré-code, c'est-à-dire qu'avant 1934, on peut se permettre de prononcer le mot communiste dans un film américain, ça ne pose pas problème. On peut parler de sexualité, c'est possible. Les femmes peuvent avoir un rôle qui n'est pas de potiche, c'est envisageable. Et donc on peut parler de guerre. C'est le cas dans un film de 1933, toujours William Wellman, Héros à vendre. Un film qui commence dans les tranchées, n'y reste pas très longtemps, puisque le personnage principal, victime d'obus allemands, va immédiatement, à cause de sa blessure, ne pas pouvoir se relever. Il n'est pas soigné par des Américains ou des Anglais, il est soigné par des soldats allemands. Alors, là je me permets d'interrompre l'extrait pour le décoder un tout petit peu en même temps qu'il est diffusé. Le précode hollywoodien, on le reconnaît très bien. C'est-à-dire que vous avez des plans d'une extrême rapidité qui s'enchaînent, on fait confiance au spectateur, il va comprendre. Il va comprendre que la guerre c'est difficile, qu'on est pressé, que guérir les gens, ça va être à la va comme je te pousse. Néanmoins, les Allemands font preuve de fraternité. C'est un rythme très différent et une manière très frontale de s'exprimer, le cinéma hollywoodien pré-code. C'est pas beaucoup de films, ce sont des films pas très célèbres, à part King Kong, quelques exemples comme Scarface de Howard Hawks ou Little Caesar. Mais globalement, c'est un style que Hollywood va perdre au profit de la métaphore hitchcockienne ou dans le mélodrame de Douglas Sirk, etc., etc. Das Orange, das wird viel Zeit. Pardon, là, il faut les sous-titres. There's been an exchange of prisoners. You will be returned to your own lives. That's good news, Doctor. You are in great pain. Yes, sir. Naturally. The X-ray shows you still have steel splinters in your spinal column. Yes. To remove them now would be a dangerous and a difficult operation. You have not the strength. We have not the facilities for doing it. La sécheresse des dialogues ne correspond pas aux standards hollywoodiens dont on a l'habitude. Ce qui va se passer maintenant deviendra carrément impossible et impensable après 1934. For some time, this has helped you to endure your pain. Morphine. When you can no longer bear the pain, take one of these. That'll be a godsend, Doctor. Autrement dit, on revendique l'utilisation d'une drogue. Totalement impossible, un an après ce film. Donc, on a affaire à un moment traumatique de la vie du soldat, du vétéran, son handicap, et même sa dépendance. Vous voyez le style, encore une fois très frontal du film, dans le montage, champ contre champ, avec un décalage tout à fait usuel, mais plongée et contre-plongée extrêmement accentuée. Tout le film va d'ailleurs reposer sur l'idée du double, notamment parce que le véritable héroïsme du personnage principal est sanctionné par la lâcheté, en fait considérée comme héroïsme, mais de manière illusoire, de son ami. Et ce travail du double va trouver des échos dans la construction des plans. Une minute après que le personnage principal éclate en sanglots en exprimant tout le désarroi qui est en lui, immédiatement après donc, l'enfant qu'il tenait dans les bras se fait morigéner, les soldats ne pleurent pas. Et ce travail de l'antithèse, ce travail de l'opposition résume assez bien ce qu'on a essayé de montrer jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il y a la douleur, la souffrance, et finalement elle est productive de sens, productrice de forme. On va donc passer à un deuxième point, qui serait le suivant, ce fameux impossible réalisme. Un film de guerre ne peut pas montrer la guerre, ne peut pas donner à la voir. Fuller ne s'est pas contenté de dire qu'il fallait tirer sur le public pour qu'on croie au film de guerre. Il a suggéré aussi que lors du débarquement en Normandie, il fallait développer une quantité d'intestins qui était hautement problématique sur les plages. Donc ce genre de provocation, qui relève à la fois de l'humour bidasse et de la provocation bien sentie,
elle indique bien qu'on ne peut pas montrer la réalité de la guerre au cinéma. Pourtant, le soldat cinéaste, il a quand même les deux vertus du témoin. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin dans la rhétorique latine? C'est soit un testis, soit un super estes. Le testis, c'est celui qui a vu et peut témoigner de ce qu'il a vu. Donc au procès, c'est intéressant. Il est là pour raconter ce dont il a été l'occasionnel regard qui peut se transformer en mots. Le super estes, c'est le survivant. Ce n'est pas le même type de témoignage. Alors c'est devenu d'ailleurs presque un genre de film, le film de témoignage. Mais le soldat qui devient cinéaste, il est les deux à la fois. Il a vu ce dont il parle et ce qu'il donne à voir désormais, et d'autre part, il a survécu à cela même qu'il a vu. Donc on a l'espèce de témoin parfait, testis et super estes. Et pourtant, que peut le cinéma? À cette réponse à laquelle Godard répond généralement quelque chose, et pas beaucoup plus que quelque chose, effectivement, on ne peut pas dire mieux qu'un peu de spectacle, un peu de montage et quelques cadrages. On va commencer avec les notions de spectacle. Force est de reconnaître que le film de guerre repose sur une forme de plaisir, un suspense, une volonté de voir la violence, il y a une pulsion scopique qui nous mène à regarder ce qui est insupportable dans la réalité, mais qui, par le cadrage d'une fenêtre, nous permet de trouver supportable et même agréable ce qui autrement ne le serait pas. Finalement, le cinéma a bien une fenêtre sur le chaos, pour reprendre l'expression de Castoriadis définissant l'art, une fenêtre et seulement une fenêtre sur le chaos, donc déjà un cadrage. D'autre part, le cinéma ne peut qu'être une représentation et une organisation de ce chaos. C'est là qu'elle est la contradiction fondamentale. La guerre n'est que du chaos, de la destruction et du désordre. Que dit le cinéma? Eh bien, on va mettre ça en ordre, on va le mettre en scène. Cette contradiction est trop forte, et pourtant, encore une fois, un certain nombre de cinéastes n'hésitent pas à l'assumer jusqu'au bout, à commencer par Samuel Fuller. Donc Fuller, c'est quelqu'un qui a participé vraiment à la Big Red One, c'est-à-dire cette armée américaine qui va en Italie, sur les côtes d'Afrique du Nord, qui libère en partie la France, qui va jusqu'en Allemagne. Fuller a été de tous les combats. Il s'est arrêté à Falkenau, une petite ville actuellement République tchèque, où se trouvait un camp de concentration et d'extermination. Et c'est là que Fuller trouve ses limites en tant que réalisateur, et il l'a largement raconté. Il y a ce qui est impossible à penser, ce qui est immontrable. Et l'immontrable, c'est justement le camp. Donc, le film de guerre, Big Red One, là on est à 2h21, un film qui aurait dû durer 4 heures d'ailleurs. Et il va toucher à l'impossibilité de représenter la guerre. Comment représenter ce qu'on ne peut pas représenter? Et le cinéaste de s'exécuter et de proposer une solution. Cette séquence est extrêmement longue, elle est jouée par un acteur que vous avez peut-être reconnu, Mark Hamill, dans une position beaucoup plus inconfortable que celle de Luke Skywalker dans La Guerre des Étoiles. On a un personnage qui, face à l'impensable et au totalement imprévu, finit par avoir une hallucination. On va dire, voilà, la solution c'est ça, c'est l'onirisme. Comme le réalisme est impossible, on bascule tout de suite dans l'onirisme. Et au fond du four se trouverait un soldat allemand
que par soulagement totalement invraisemblable et hallucinatoire, on essaierait d'éliminer en lui tirant dessus. Vous avez un soldat qui tire sur de la cendre d'être humain. Autrement dit, on a un travail sur l'irreprésentable qui passe par l'hallucination, non, par l'invisible, ce que l'on ne peut pas voir. Et d'ailleurs, tout le suggère, ouverture et fermeture, forte ligne de fuite qui indique l'enfermement pourtant, et non pas l'aventure, l'horizon ouvert, mais bien l'inverse. Fermeture du regard, c'est très rare dans un film, notamment américain et narrativement traditionnel, que vous ayez 2/3 de l'image coupée par un écran parfaitement noir. Et ensuite, le hors-champ. On ne voit plus rien, on ne voit que le regard de celui qui voit ce qu'il ne pensait jamais être amené à voir. Autrement dit, vous avez ici une possibilité pour représenter l'irreprésentable. On peut pas aller beaucoup plus loin dans ce genre de problématique fictionnelle, le film de guerre face à ce qui est impensable et peut-être immontrable. On va trouver un problème un peu plus simple, une scène de violence, toute simple, on se bat et on pourrait se tirer dessus. Et déjà, ça c'est très compliqué. Montrer quelqu'un avec un fusil qui pourrait tirer, finit par tirer ou ne tire pas. C'est dans un film allemand que l'on va piocher, un film est-allemand d'ailleurs. Konrad Wolf, en 1968, réalise Ich war 19, c'est-à-dire j'avais 19 ans. C'est vraiment son histoire. Lui qui s'est engagé très volontairement du côté de l'armée soviétique pour libérer son pays, l'Allemagne, d'un oppresseur qui n'était pas seulement de son point de vue impérialiste, mais bien un problème déjà national. À la 6e minute de ce film initiatique, comme tous le sont, vous l'avez bien compris, à la 6e minute de ce film, le personnage principal, qui, encore une fois, tout simplement le réalisateur lui-même, ce héros va se retrouver face à un individu plus armé que lui. Lui n'a pas de fusil, son adversaire en a un. Ça va être extrêmement rapide et justement on a une autre solution pour représenter ce que l'on ne peut a priori pas représenter, à savoir la peur de mourir. Quelques plans ont suffi pour indiquer que le montage cinématographique, c'est pas étonnant, hein, la culture soviétique est passée par là, que le montage cinématographique pouvait permettre de trouver effectivement une solution. Les plans sont d'une extrême brièveté, mais c'est surtout dans le caractère elliptique de ce qui se passe, non pas dans le plan, mais entre le plan que la violence a lieu. Puisque dans la lutte à main armée, à tous les sens du terme, qui a lieu, là est la durée. Le caractère tenace, pugnace des deux combattants. Puis, l'individu déshumanisé n'est plus qu'une arme. Une arme est le danger immédiat de la mort, au pied du mur à tous les sens du terme. Puis une autre arme, parfaite, symétrique, évidente équivalent d'un plan à l'autre, nous permet de sentir que la guerre n'est qu'un fusil contre un fusil. L'adversaire pourtant redoutable s'est effacé purement et simplement. Il ne tombe pas. Il n'est pas exécuté, il a disparu de l'écran. Et finalement, c'est l'ellipse visuelle et l'arme qui a remplacé l'homme et toutes les images symboliques que vous pouvez comprendre à travers cela qui permet de dire oui, le film de guerre jamais ne sera réaliste. Mais il peut suggérer ce qu'est la durée de la peur de mourir et l'instant qui aurait bien pu faire basculer une vie dans son contraire. Au-delà de cet impossible réalisme, c'est la figure du soldat qu'il faut désormais sonder. Souvent, un film de guerre, c'est un film anti-guerre, hein, on l'a bien compris, et souvent, un soldat ne va pas faire l'éloge de la bataille, du champ de bataille et de la violence qu'il a subie, non moins que produite. Néanmoins, on peut se demander si le blâme de la guerre ne cache pas aussi l'éloge du soldat. On sait bien que la fraternité, la Band of Brothers, elle hante le cinéma, et pas seulement américain. Et finalement, on est obligé de s'interroger sur la figure de ce soldat. Quel est ce personnage? Un héros traditionnel, mythique? Pas tout à fait, ou pas encore. Dans un premier temps, c'est surtout un outsider.
C'est très rare qu'on vous présente un haut gradé positif dont on suivrait l'itinéraire, les états d'âme. Il est beaucoup plus fréquent de vous montrer un agent de l'infanterie, la victime la plus probable du conflit à pied et main armés, qu'un individu qui serait le plus souvent protégé. Conclusion, on a l'amour du perdant qui pourrait quand même s'en sortir. La figure du soldat, ça va très souvent être ça. Évidemment, assez rapidement, le soldat cinéaste, il va devoir assumer une contradiction très forte. J'ai survécu à un conflit pour lequel j'étais plus ou moins volontaire, ça dépend des cas. J'ai voulu sauver ma peau, j'ai tout fait pour, d'ailleurs ça a marché, je suis vivant. J'ai voulu lutter contre des gens qui voulaient ma peau. Et d'autre part, les gars en face de moi étaient comme moi. Ils sauvaient uniquement leur peau. Mais finalement, c'était absurde. Et c'est ce sentiment de l'absurdité qui, assez souvent, va faire l'objet d'une, deux ou de plusieurs séquences dans les films de guerre réalisés par des soldats devenus cinéastes. Le sentiment de l'absurdité. Vous voyez, on est encore dans la contradiction. Tout à l'heure, c'était le réalisme impossible. Maintenant, c'est le sens introuvable. La guerre ou le moment de violence n'a a priori pas de sens. Un réalisateur bosnien comme Danis Stanović en est très conscient. Son film le plus connu, qui n'est pas du tout le seul hanté par le conflit ex-yougoslave, No Man's Land en 2001, repose intégralement sur une mise en scène digne de Beckett, représentant l'absurdité d'un conflit, en l'occurrence en plus une guerre de type civil. Vous avez un Serbe et un Bosnien qui se font face, dans un trou. Ils pourraient finir par s'en sortir, on n'ira peut-être pas jusqu'à dire qu'ils fraternisent, mais ils auraient pu s'en sortir l'un et l'autre, et cela n'aura pas lieu à cause de l'opinion internationale, du journalisme, d'autres soldats et même des casques bleus. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'absurdité, et Stanović dit si, on peut aller plus loin et montrer par exemple ce genre de choses. C'est-à-dire l'impuissance des forces régulatrices, l'incapacité des moyens médiatiques à rendre compte honnêtement d'un conflit. Mais le pire encore est à venir, et si vous avez vu le film, vous savez ce qui vous attend. Tandis que le crépuscule de la culture quasiment s'abat sur cette existence qui n'a plus de sens, ces tranchées qui sont vides, un paysage déshumanisé, il en reste au moins un d'être humain. Un homme toujours vivant sur une mine. Et c'est ainsi que se finit le film. Alors on peut dire allégorie, symbole, certainement. Mais c'est l'absurdité du conflit qui est bel et bien représentée. Toutes les anecdotes dans les films de Schoendorfer qui finissent par « vive la mort », ça va dans le même sens, évidemment. Le soldat est celui qui veut absolument survivre. Et pourtant, il va répéter ad nauseam « vive la mort » pour se convaincre qu'il peut survivre. Retour à Samuel Fuller, retour à Big Red One. Un film qui ne cache pas le sens de la Seconde Guerre mondiale. Samuel Fuller, il s'est engagé, je cite, pour éliminer ce cancer qu'on nommait Hitler. Il ne le renie pas. Il a toutes les raisons de le faire. Samuel Fuller, qui s'appelait à l'origine Samuel Rabinovitch. Mais dans Big Red One, une séquence tout à fait troublante a lieu dans un asile d'aliénés. Et on hésite qui sont les plus sains d'esprit, des soldats ou des fous représentés. Il y aurait beaucoup à dire sur cette séquence qui est très longue, je ne vous en montre que quelques fragments, mais on va les revoir d'un peu plus près, ces fragments. Tout d'abord, ce qui frappe, c'est le cadrage qui coupe en morceaux le soldat beaucoup plus que l'aliéné.
Il est très frappant de voir que les soldats sont réduits à des portions. Le bras qui tient l'arme, le rictus, la tête et guère plus. Alors le cigare, hein, c'est la signature, Samuel Fuller avait toujours un cigare, autrement dit c'est lui-même qui le représente. Ceci étant, Mark Hamill, c'est lui aussi, hein, il se vaporise dans l'ensemble des personnages. Les fous, eux, ont le droit d'être dans une position qui relève beaucoup plus du portrait. Vous avez même vu une scène, à tous les sens du terme, qui permettait de dire qu'eux étaient beaucoup plus humains finalement que les soldats, puisqu'ils avaient leur intégrité corporelle plus nettement dessinée par le cadrage. Voilà pour le cadrage. Mais quant au montage, on a aussi cette idée que par pure imitation, le fou trouve très amusant de jouer à la guerre, et que si certains s'amusent, pourquoi pas lui? Et sur quoi tire-t-il, lui? Eh bien, sur la nourriture qu'on lui impose jour après jour, et finalement, il est beaucoup moins dangereux que les soldats qui, eux, tirent sur des êtres vivants. Autrement dit, les plus fous, les plus aliénés sont clairement les soldats, et devant un tel sentiment d'absurdité, on ne peut que sourire. Alors on l'a dit, Samuel Fuller, c'est quelqu'un qui se représente dans les soldats, il se vaporise, hein, selon l'expression baudelairienne, dans des personnages fictionnels successifs. Et même quand il s'agit de la guerre de Corée, qu'il n'a pas du tout faite, Samuel Fuller trouve sa place et se représente dans un personnage qui s'appelle Goldie, qui va raconter quelques anecdotes, anecdotes qui correspondent en fait à la vie même de Samuel Fuller. Donc, vous avez un film sur des légionnaires, China Gate, en 1957. Nous sommes à la 25e minute de ce film. Et le fameux Goldie, qui encore une fois est l'image même de Samuel Fuller, va raconter une anecdote qui est celle de son propre créateur, le cinéaste. Falkenau. Oui, c'est Pilsen, mais c'est Falkenau. Donc, Goldie, le soldat noir, alors ça reposait sur une astuce de scénario, c'est que Fuller n'avait pas dit que ce serait un acteur noir. Et donc le producteur a validé en disant oui, Goldie, il a l'air très sympa, etc. C'est le personnage principal. Et c'est Nat King Cole qui l'interprète. Et qui raconte une anecdote qui est celle de Samuel Fuller. Donc, l'expérience est transposée d'une manière fictionnelle. Je vous ai donné la date, en 1957, c'est-à-dire nettement avant Big Red One. Vous ne pouvez pas raconter directement Fuller son expérience. Il est passé par la guerre de Corée, par un légionnaire, par un soldat afro-américain, avant de pouvoir raconter lui-même sa guerre. Histoire d'enfoncer le clou. Donc, on a cette idée que la fiction est un prisme, un crible qui permet de témoigner d'une manière indirecte, mais tout à fait sincère et exacte factuellement, de l'expérience du soldat guerrier. Parce que le problème du soldat guerrier, c'est qu'il a survécu, justement. Et comme il est dit dans un autre film de Tanovic, le bosnien, Eyes of War, c'est très compliqué d'être le survivant. Parce qu'il y a ceux qui y sont restés, et auxquels systématiquement on va rendre hommage. Par exemple, comme Terschendorfer à la fin de Dien Ben Phu. D'un point de vue historique ou idéologique, on pourrait forcément discuter sur ce que peut représenter Terschendorfer. Sur ce qu'il pense profondément, on aurait sans doute des surprises. Notamment de voir qu'il est au moins autant, lorsqu'il dénonce la torture en Algérie, du côté de l'avocat qui veut absolument connaître la vérité que de celui qui est soucieux de garder l'honneur de l'armée. La fin de Dien Ben Phu, que Schondorfer a vraiment vécu, et dont il ne représente que le début, c'est-à-dire la défaite, et non pas les tortures qui ont été imposées aux survivants français par l'armée vietnamienne, ça Schondorfer la met complètement hors champ, est un hommage, cette fin de film, est un hommage aux disparus.
Celui-ci va mourir. Et celui-ci. 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 Près des 3/4 de ces hommes vont mourir. Plus de 7700 de ces hommes ne reviendront jamais. Alors, cet hommage aux disparus est un lieu commun du film de guerre. Mais ici, il faut le prendre très au sérieux et surtout, il faut le regarder de très près. L'énumération de ceux qui ont disparu, ou plus exactement de ceux qui vont mourir. On se rend compte que ce ne sont pas tous les soldats qui défilent devant la caméra qui sont concernés. En revanche, ils ont tous un point commun. Voici celui qui va mourir. Celui-ci aussi va mourir, mais pas lui. Celui-ci va mourir, celui-ci aussi, celui-ci encore. Vous avez bien compris, évidemment, il s'agit de tous les engagés d'Afrique, ou soit d'Afrique centrale, soit d'Afrique du Nord. Et c'est historiquement exact. L'armée vietnamienne va mettre de côté tous ceux qui ne sont pas blancs, alors notamment ceux qui sont vietnamiens, eux vont avoir les pires atrocités, mais juste après, vous aurez les Arabes, les Noirs, etc. Et Schoendorfer n'oublie pas de le préciser à l'image. Ce qui est dit ne suffit pas, c'est l'image qui témoigne. Reste la question de ce personnage rouquin qu'on voit de temps en temps dans le film, notamment à Saigon avec un appareil photo autour du cou, c'est Schoendorfer lui-même. Physiquement, il ne ressemble pas du tout, mais l'idée est bien la suivante. Moi, j'ai survécu et j'ai été entouré de morts en sursis. Donc on est au-delà du stéréotype et du cliché de l'appel aux morts et du souvenir des frères d'armes perdus. On est dans un propos politique. Et Schoendorfer, avec sa réputation de demi-facho, finalement, il est quand même capable de suggérer des réalités qui ont été bien longtemps difficiles à entendre par l'armée française et l'État qui s'en est servi. Les questions subalternes deviennent l'ennemi et comment le représenter. L'ami, on en a parlé. C'est pas forcément facile, mais c'est compréhensible. Mais qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Les anecdotes invraisemblables ne manquent pas. Restons sur Schoendorfer. Il est à Dien Bien Phu. Il a filmé Dien Bien Phu. Nous n'avons pas d'image de Dien Bien Phu. Ces images ont été perdues. Il y avait 24 pellicules. Il en a gardé 7. Les autres, il les a détruites parce que quand on est capturé, il faut détruire ses armes. Donc il faut détruire sa caméra à réflexe et détruire les pellicules. Mais quand même, il en a gardé 7 parce qu'il se disait qu'il fallait témoigner. Ces pellicules ont disparu. Aujourd'hui encore, 2019, on ne sait pas exactement où elles sont. Et ce n'est pas impossible qu'elles soient à Moscou. Parce que Roman Karmen, cinéaste, documentariste, guillemets, cinéaste de guerre soviétique, eh bien, les a prises à un moment donné. Il les a prises lorsque Schoendorfer était fait prisonnier à Dien Bien Phu. Plus tard, Karmen va croiser Schoendorfer, et d'après ce que Schoendorfer raconte, ce seront des soirées particulièrement arrosées et amicales. Mais les pellicules jamais ne réapparaîtront. Donc, c'est aussi pour remplacer l'image manquante qu'on fait des films. C'est pas seulement pour les défunts, les disparus, les frères d'armes, c'est pour ce qu'on avait réussi à enregistrer, mais qu'on n'a plus sous la main pour pouvoir témoigner. La question de l'ennemi, vous voyez, déjà ambiguë, puisque l'ami peut être un ennemi une fois le conflit fini. Dien Bien Phu, le film de Schoendorfer, réalisé en 1989, l'a été avec le soutien plein et entier du ministère du Vietnam. Les figurants sont parfaitement volontaires. Vous allez me dire, il faut dire que c'est un peu leur victoire. C'est peut-être plus facile. C'est pas si simple. Quand Stone vient en Thaïlande, même pas au Vietnam pour faire Platoon, il a le plus grand mal à trouver des figurants volontaires. Parce que c'est les Américains. Donc on se doute bien de ce que ça pourrait donner. Néanmoins, Schoendorfer arrive à créer un climat de confiance tel qu'il a quand même 1000 figurants vietnamiens. Donc, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain dans le cadre d'un film. On n'est pas à une ambiguïté de près. L'ennemi, comment le représenter? La première solution, c'est de ne pas le représenter. Alors il sera derrière une forêt, comme dans Platoon, qui en fait s'inspire très clairement de la 317e section de Schoendorfer, qui commence sur une forêt et finit sur une forêt. Là, l'hommage est tout à fait évident. On peut faire l'inverse aussi. On peut transformer l'ennemi, ce que vous venez de voir à l'instant dans Dien Bien Phu,
en une espèce de foule grouillante et immense. Vous noterez d'ailleurs, et vous apprécierez, la technique typique du cinéma épique. Pour représenter une foule, si vous n'avez pas assez de figurants, vous les faites marcher un peu en courbe et vous créez un effet d'étoile. Vous avez une impression de multiplication du figurant, c'est formidable. La troisième solution, c'est de le chercher dans l'écran. Ici, vous avez un photographe de Platoon. On est avec un soldat qui se sent épié, qui sent que l'ennemi n'est pas loin, mais on ne sait pas. Allez, un petit effet de flou, l'ennemi était juste derrière, juste à côté, dans le coin de l'écran. On peut le représenter mort. Et évidemment, la manière dont on respectera ou ne respectera pas son cadavre aura tout un ensemble de significations. Et puis, on peut le représenter comme ennemi de l'intérieur. Et c'est là que ça devient beaucoup plus complexe. Platoon encore, lorsque l'armée américaine vient en soutien à ceux qui ont survécu à la dernière bataille du film, c'est un tank avec, et j'ai bien peur que vous la voyez assez mal, une croix gammée qui surgit derrière les fourrés. Absolument authentique. Il y a un certain nombre de soldats américains qui avaient un goût assez prononcé pour les oripeaux nazis pendant la guerre du Vietnam. Cette idée, on la retrouve dans d'autres films. Un film très français, quoique fait par des Sénégalais, en 1987. Sam Ben Ousmane réalise Camp de Tiaroy. Le camp de Tiaroy, je ne sais pas si c'est une anecdote qui vous est très familière, c'est le massacre reconnu seulement en 2012 par le président Hollande de au moins une trentaine de tirailleurs sénégalais faits prisonniers par les Allemands, libérés en 1944, immédiatement transférés du côté de Dakar, qu'on ne paye pas, qu'on n'habille pas d'une manière très respectueuse et qui finissent, allez savoir pourquoi, par demander leur dû. Et comme ils le demandent un peu trop, on finit par leur envoyer l'armée française. Le film de Sam Ben Ousmane date de 1987, il mettra 10 ans à être visible en France. Ceci étant, pour être très juste, moi j'ai réussi à l'attraper sur une VHS qui se trouvait dans un lieu assez intéressant, on appelait ça un IUFM, un lieu institutionnel où on apprend aux gens à devenir professeurs, enfin je crois, on apprend aux gens à devenir professeurs. Et donc ce n'était pas le lieu de la haute rébellion non plus, hein. Et là il y avait une VHS avec Camp de Tiaroy, dont vous allez voir un extrait à 2h17. À 2h17, la menace s'approche, mais la menace, vous l'avez bien compris, n'est pas l'armée allemande, puisqu'on est de retour à Dakar. La menace, c'est l'armée française. Et pourtant... Allez dans l'assemblée, allez vous coucher. Ce personnage traumatisé de guerre brandit un casque allemand, un casque SS. Il est persuadé que les Allemands ne sont pas loin. C'est impossible, on est à Dakar. Alors historiquement, il faut être prudent. C'est pas sûr du tout qu'on a envoyé les tanks. On sait qu'il y a eu minimum 30 morts. Vous savez toujours une histoire, quand on dit minimum 30 morts, c'est qu'il y en a plus. Mais peu importe, à la limite. On n'est pas sûr qu'on y soit allé au tank, quand même. Et Sam Ben Ousmane fait un choix de mise en scène. En revanche, ce qui est authentique, c'est que la gendarmerie nationale française et des représentants de l'armée française vont contribuer à tuer au moins une trentaine de tirailleurs sénégalais qui avaient fait plus que leur devoir pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les opérations de blanchiment. C'est pas que De Gaulle était pratiquement raciste, c'est pas l'idée. Mais l'armée américaine, qui ne voulait absolument pas que de soldats noirs fassent le débarquement en Normandie parce que ça aurait pu bien porter malheur. L'armée américaine a exigé que les soldats de couleur ne participent pas trop à l'invasion en Allemagne. C'est pour ça que les Sénégalais se sont retrouvés, entre guillemets, chez eux, pour ce que ça leur a rapporté. L'ennemi, ça peut être aussi l'inattendu. L'ennemi, c'est celui dont on penserait qu'il ne peut pas être un ennemi. Par exemple, un enfant. Le problème, c'est qu'un enfant, tout enfant qu'il est, s'il porte une arme anti-char, il peut faire un certain nombre de dégâts. Dans Valse avec Bachir, une séquence parmi les plus frappantes, c'est celle de l'entrée en Galilée, où les soldats, sur fond d'une musique de Bach, évidemment le contraste est saisissant, sont sous la menace d'un simple gamin avec un bazooka.
Alors, elle est très remarquable cette séquence parce qu'elle repose tout simplement sur la logique orthogonale du 90 degrés. Soit vous avez le profil des soldats qui avance, soit vous avez le tank qui avance, soit vous avez l'enfant qui se positionne. Champ contre champ, profil. Et cette grammaire, la plus simple, la plus usuelle qui soit en cinéma, elle dit toute la brutalité. Le champ contre champ, avec l'espace des balles qui passent, dit exactement le scandale de la mort qui fait que certes un enfant est dangereux, mais que tuer un enfant, ça reste une tragédie. Et c'est bien le problème qu'on a, c'est que représenter l'ennemi acquiert toujours une dimension tragique. La difficulté ou l'enjeu, l'objectif désormais devient de représenter le contre-champ. Et le contre-champ, ça veut dire faire un autre film. Stone, après avoir fait Platoon et un autre film sur le Vietnam, né un 4 juillet en 1989, continue ce qui deviendra une trilogie. Alors lui, il n'est pas trop d'accord, parce qu'il dit j'aurais pu en faire 20 films sur le Vietnam. Mais une trilogie qui pour l'instant est close avec Entre le ciel et la terre. Et cette fois-ci, on est du côté d'une simple paysanne vietnamienne qui voit arriver les hélicoptères, l'armée américaine, puis l'armée du Vietnam du Nord. Et d'une certaine façon, ce décentrement du regard, il est fondamental. Alors, ce qui est bien avec Stone, c'est que son style est très frappant et tout à fait identifiable. On est à ras de terre, on est sur terre, et cette terre va être ravagée par la menace d'un hélicoptère menaçant qui arrive d'en haut. Mais c'est toute la vision qui a changé. On n'est plus dans un hélicoptère qui descend, qui dépose les soldats. On est avec une femme qui n'a rien demandé et qui voit arriver l'armée. Donc, la solution pour représenter l'ennemi, c'est de lui accorder un contre-champ. Et si on poursuit le raisonnement, c'est de lui dire maintenant fais ton propre film, ça sera le contre-champ au mieux. Et ça, c'est exactement ce que Eastwood, dans un autre contexte, a essayé de tenter, tout en se demandant s'il n'allait pas demander à un réalisateur japonais de faire le deuxième volet de Mémoire de nos pères. Mais finalement, il a réalisé lui-même L'être d'Iwo Jima. La difficulté du contre-champ, d'une certaine façon. On en arrive à cette idée presque évidente que le film de guerre est fondamentalement tragique, mais qu'il donne une aura tragique. Et que cette aura tragique devient compatible avec une dimension mythologique. Comme Benjamin l'indiquait pour la poésie baudelairienne, lorsque vous avez un monde ruiné et ravagé par le chaos, c'est là que se développe la métaphore, l'allégorie et le symbole, de préférence. C'est plus facile, dans un monde chaotique, d'aller chercher ce qui est le plus caractéristique en termes d'images spectaculaires. Et Stone en est, encore une fois, une bonne illustration. Lui qui, à la toute fin de son film Platoon, on y revient, va caractériser le conflit qu'il a vécu sur la Terre et d'une manière ô combien concrète, comme la lutte interne entre deux pères dont il serait le fils. Évidemment, c'est le personnage qui s'exprime, mais c'est tout de même Oliver Stone qui est derrière lui, comme vous le savez. La guerre est finie pour moi, mais elle restera toujours présente, jusqu'à la fin de ma vie. Je suis sûr également qu'en moi, Elias continuera à se battre avec Barnes pour ce fera la possession de mon âme. Depuis lors, à certains moments, j'ai eu l'impression d'être un enfant né de ces deux pères. Mais en dehors de ça, ceux d'entre nous qui ont survécu ont l'obligation de reconstruire et d'enseigner aux autres ce que nous savons, d'essayer pendant les jours qui nous restent de trouver un but et un sens à cette Ô combien ambiguë cette fin qui finit par être didactique et se projeter dans le futur, mais qui a bien insisté sur l'idée que le personnage principal était le fils d'Achille et d'Hector. Hector, c'est Elias, celui qui est juste, mais qui finit par être tué par Barnes. Barnes, c'est celui dont on pense qu'il est immortel, blessé 5 fois, invulnérable, et que le personnage principal finira par tuer d'une manière très oedipienne. Mais finalement, on est quand même le fils de deux combattants. Voilà ce que dit le scénario. Et d'ailleurs, le scénario s'arrêtait là. La preuve, voici la version d'avril 1985, avant le tournage, juste avant le tournage de Platoon. Et voici la dernière page du scénario. Sur cette toute dernière page, il est bien prévu que Chris, le personnage principal, parle en voix off. Maintenant que j'y pense, en regardant derrière moi, nous n'avons pas combattu un ennemi, nous nous sommes combattus nous-mêmes. Donc l'ennemi est intériorisé, l'ennemi c'est le frère qui est en moi-même.
ce qui est une manière d'interpréter évidemment la guerre du Vietnam, avec tout ce que idéologiquement ou moralement ça pose comme problème, hein, mais on ne va pas tellement s'appesantir là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que cette voix off finissait sur « Il y a des fois où j'ai ressenti que j'étais comme l'enfant né de ces deux pères. » Point de suspension. Le scénario finissait sur cette idée que Chris était le fils de deux pères qu'il n'avait pas choisis, mais dont il était l'héritier. Il faut prendre très au sérieux cette phrase parce que d'un point de vue stylistique, elle est aussi l'aveu de la manière dont Platoon a été pensé. Stylistiquement, on ne peut pas ne pas se référer à Apocalypse Now. C'est évident que le film se mesure à Apocalypse Now. Mais on se dit quelque chose a changé, moins de baroque, la musique n'est pas la même, l'esprit non plus, la voix off n'a pas la même tonalité. Néanmoins, l'interprète de Chris, c'est un certain Charlie Sheen, qui est ni plus ni moins que le fils de Martin Sheen, le héros d'Apocalypse Now. Autrement dit, d'un point de vue métafilmique, vous avez carrément le fils d'un acteur du film précédent. Et le deuxième père, on en a déjà parlé, c'est Schoendorfer, celui qui a fait la 317e Platoon. Donc, cet aveu qu'on est l'enfant de deux pères, il dépasse largement le symbole et le problème idéologique, politique possible, pour en fait renvoyer dans une dimension plus esthétique. Samuel Fuller aussi se pose la question du tragique. Alors, on avait compris que lui, il avait tout, l'épopée, l'absurdité, l'humour invraisemblable. Si on reprend ce film intéressant de China Gate, on peut trouver un extrait tout à fait représentatif d'un lieu commun du film de guerre qui est la mort d'un personnage. Faire mourir un personnage, c'est s'exposer à devoir lui faire tenir des paroles drôlement intelligentes au moment même où il va claquer. C'est toujours un challenge. Alors en latin, c'est très noble, on appelle ça les ultima verba. On est à moitié dans le stéréotype. On sent bien que le chant contre chant est extrêmement brutal, que les phrases sont assez laconiques, mais pour l'instant, le scénariste, l'écrivain, le journaliste Fuller, parce qu'il cumule, hein, et il dessinait aussi, il peut aller plus loin. Non pas dans la provocation cette fois-ci, mais dans une forme de tragique concret, de tragique vécu. Voilà, c'est un problème logique. On ne peut pas enterrer un vivant, ça ne se fait pas. C'est pas pratique. On va essayer d'aller plus loin dans cette situation qui est quand même particulièrement pathétique. Et tandis que Goldie, alias Fuller, sur la droite de l'écran, regarde avec beaucoup d'attention, vous avez aussi le seul personnage féminin qui, elle, n'arrive pas à tenir le regard. Et elle est le regard le plus éthique, puisqu'elle se détourne en acceptant de laisser mourir seul cet homme qui demande à le faire. Ce qui n'empêche pas le spectateur, lui, de se retrouver enfermé dans ce champ contre champ. Nous sommes en train de regarder ceux qui regardent et ne veulent pas regarder, nous sommes en train de regarder celui qui ne veut pas qu'on le regarde en train de mourir. Cette ambiguïté, évidemment, elle est complètement calculée. Et là, Fuller n'est pas seulement scénariste, il est bel et bien cinéaste. C'est-à-dire qu'il pense au médium, à l'ambiguïté du médium et au fait que nous sommes enfermés dans la logique du champ contre champ. Tout à l'heure, c'était une solution éventuellement pour représenter l'adversaire. Maintenant, c'est une prison de laquelle on ne peut sortir. Et finalement, avant même de considérer ce problème de médium, c'est bien un spectacle spectral qu'on a souvent sous les yeux lorsqu'on regarde un film de guerre. D'abord, on sait que ce sont souvent des morts en sursis. Et si on voit un film de guerre, on sait bien que la moitié, les deux tiers ne vont pas s'en sortir. Et ces morts en sursis, si on assume pleinement cette logique, il faudrait tous les tuer. Il faudrait qu'aucun ne puisse s'en sortir. Et poursuivant cette logique-là, avoir une armée des ombres, par exemple. Titre d'un film bien connu de Jean-Pierre Melville en 1969, film de résistance. Melville, effectivement, était résistant, et son film, il le finit en enterrant, non, en saluant ceux qui vont mourir.
Scandale de la mort consentie, de la mort demandée, quoique redoutée. Nous avons des résistants qui entre eux savent bien que si jamais elle survit, elle peut donner des noms. Il faut donc l'exécuter. Les 4 criminels sont ses amis. On a donc le phénomène de l'autodestruction. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'idée que la guerre, elle est autodestructrice. Mais ça ne suffit pas pour Melville. Il faut aller plus loin et dire vraiment que c'est une armée d'ombre. Nouvelle technique. Vous alternez le portrait et un carton digne du cinéma muet qui est déjà un épitaphe, qui est déjà une manière de dire « ils sont encore vivants à l'image, mais ça ne va pas durer ». À ce degré-là, c'est encore trop facile. Le lyrisme est puissant, le tragique immédiatement perceptible. Sauf que Melville, s'il est vraiment logique, doit dire l'aura tragique, la dimension mythologique doivent se heurter au principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est qu'on ne peut pas aller aux Champs-Élysées, qu'on ne sera pas considéré comme des héros, parce qu'on ne sait pas comment elle finit l'histoire. Le spectateur, lui, le sait, mais pas les acteurs. Et le premier soldat venu de vous empêcher d'aller aux Champs-Élysées. Donc on a une réflexion sur le médium. Un film, c'est du cadrage, c'est du montage, c'est un accompagnement musical, ce sont des mots, ce sont des non-mots. Il y a une réflexion dans le film de guerre, notamment réalisé par des soldats devenus cinéastes, qui est extrêmement précise au niveau de la logistique de la perception. Alors, cette expression, logistique de la perception, elle donne son titre à un ouvrage en 1980 de Paul Virilio qui s'interroge sur la manière dont on filme la guerre, mais d'autre part sur la manière, à l'inverse, dont les images de guerre influencent notre regard et font qu'on regarde la guerre autrement. On va rebasculer dans des films un peu plus récents et qui s'interrogent sur la manière de fabriquer un film de guerre. On va d'abord considérer un très court extrait, qui me semble-t-il, de Making of, et pas très spectaculaire, volontairement. Il s'agit de Schoendorfer, une nouvelle fois, L'honneur d'un capitaine, on est dans les années 80, et Schoendorfer accepte d'être filmé en train d'élaborer une séquence un petit peu spectaculaire de son film, pour la télévision française. Ce qui est intéressant, c'est de décrypter les images d'un making-of. Un making-of, c'est un film qui est au moins aussi intéressant que le film, à condition de le regarder comme un film, et pas comme un document explicatif ou une légende. Alors, on n'entend pas très bien, mais vous trouverez ce document facilement sur Internet. En fait. La voix de Schoendorfer est complètement éraillée. Il hurle comme un général. Et c'est vraiment la mise en scène d'un film de guerre comme un champ de bataille organisé. Alors, le clap, évidemment, semble presque inopportun dans cette situation, mais ils sont déjà en train de travailler. C'est dans l'Ardèche que Pierre Schoendorfer s'est installé pour tourner L'honneur d'un capitaine, son troisième film avec Jacques Perrin après le 317e section et le Krab Amra. Mais c'est pas grave, on croira vraiment que c'est l'Algérie. Mais c'est au fin fond de l'Ardèche. Donc évidemment, la plupart des films de guerre ne sont pas tournés au bon endroit. Apocalypse Now, par exemple, c'était aux Philippines. En plus, ça coûtait moins cher. Et Schoendorfer, chef de guerre sur son tournage, et qui était en fait journaliste de guerre, reporter de guerre pour l'armée française, c'est entendu, mais homme d'image avant d'être homme de guerre, mais devenu homme de guerre à cause du fait qu'il était homme d'image, cette fois-ci reproduit, et répète même des scènes de guerre totalement fictionnelles. Et c'est toujours troublant de se dire qu'on est en train de répéter une scène de violence. Et oui, c'est ça le cinéma, c'est plusieurs prises.
et il a fallu les répéter pour obtenir l'image que l'on voulait. Autrement dit, le caractère tragique qui repose sur la singularité, l'unicité, le caractère inéluctable de ce qui arrive, en fait, est généré par un phénomène de répétition que le cinéma induit la plupart du temps dans sa constitution. Il nous reste 2 extraits à regarder pour ouvrir, et non pas conclure, certainement pas, mais pour ouvrir la question du médium cinéma par rapport à la représentation guerrière. Une fois de plus, on va aller voir Samuel Fuller dans Big Red One, tout simplement parce qu'il se représente lui-même, ça on l'a bien compris, à travers de jeunes personnages, mais il va jusqu'à jouer dans son propre film, et pas n'importe quel rôle. On est à 1h46 de film, et Samuel Fuller lui-même intervient. Il est très reconnaissable avec ses cheveux argent. Et il se représente en reporter de guerre dans un film de fiction qui vous dit comment on fait un film de fiction. Vous avez des gens qui n'ont pas tellement envie de sourire, mais comme le directeur d'acteur, le réalisateur dit « faudrait que tu souris, là, faudrait que tu fasses ci, que tu sautes, que tu avances, que tu... » On s'exécute. Image filmée. Image en train d'être filmée, image artificiellement obtenue par la demande pour être filmée. Donc, le caractère de reconstitution, de reconstruction, de représentation est de toute façon une trahison, un pur mensonge. Et évidemment, personne ne peut en être plus conscient qu'un cinéaste qui a été soldat. Et un film qui assumerait le dispositif jusqu'au bout de cette perception limitée et qui en ferait même l'objet de la fiction, obligerait à réfléchir sur ce qu'est une image de guerre, ou du moins faire une image de guerre, faire voir une image de guerre, et finalement peut-être aussi carrément faire la guerre. Alors il y a un exemple qui est assez connu de Samuel Maoz. En 2009, il réalise Lebanon, dans la foulée de Valse avec Bachir. Et c'est logique, hein, ce sont 2 vétérans de la guerre du Liban, Folman d'une part et Maoz d'autre part. Et les 2 ont vu en 2006 une nouvelle guerre au Liban. Ils se disent il est grand temps qu'on explique ce qui s'est passé au Liban en 1982. Vous voyez, une guerre, on appelle souvent une autre dans le schéma, dans le schème même de la représentation. On va prendre un moment particulièrement explicite de Lebanon, un film qui est exclusivement tourné dans l'intérieur d'un tank. On est à la 25e minute et les jeunes soldats israéliens qui viennent à peine d'entrer au Liban, ne semblent pas particulièrement à l'aise avec leur outil de travail. pisser. Plus tard. Faut que je pisse. Je peux pas pisser ça tout de suite. Essaye, qu'est-ce que tu fous? Il y a un peu. Merde, qu'est-ce que tu fous? Il y aurait beaucoup à dire sur cette séquence qui est très longue, extrêmement calculée. D'aucuns ont même reproché que c'était presque trop théorique en un sens. Mais on est vraiment dans le shooting. On est vraiment dans la question du tournage, ce que signifie shooting. On est dans l'idée de viser, cibler et donc tirer d'une certaine façon parce que
le cinéma, c'est un art qui est né d'une forme de malédiction. Avant même que les frères Lumière inventent leur machine, on avait déjà le fusil chronophotographique, c'est-à-dire qu'on avait une arme qui permettait de décomposer le mouvement vital et de le recomposer à partir de petites images découpées de la réalité. Et cette espèce de malédiction mortifère, elle hante nécessairement le film de guerre. Alors, il y aurait beaucoup à dire, c'est vrai, notamment dans le fait que le trivial cohabite avec le tragique, ce qui ne peut manquer de nous frapper, dans le fait que nous, spectateurs, nous sommes parfaitement complices de ceux qui regardent au moment de tirer. Il est toujours obscène de se retrouver dans la lunette du viseur. Nous sommes témoins impuissants de ce qui a déjà eu lieu. C'est le cas de certains soldats, c'est évidemment le cas du spectateur. Nous sommes dans la position du voyeur qui, éventuellement, a des besoins physiques inavouables et qui, dans cette trivialité, indique bien tout ce que peut être la guerre. Et, in fine, on en arrive à considérer d'une manière médiologique le cinéma. En tant que médium, il a contribué à voir la guerre autrement, et même à la filmer autrement. Et là, on commence à sortir du sujet. Mais on est obligé de le considérer. Et aujourd'hui, il y en a toujours des conflits. Et des caméras, il y en a toujours plus. On connaît le documentaire, par exemple, Mission Afghan, où c'est à coup de GoPro que les soldats français en Afghanistan donnent à voir ce qu'ils ressentent. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de citer certains films, notamment Full Metal Jacket. On peut penser aussi à Redacted de Brian De Palma en 2008. C'est-à-dire un film qui s'interroge sur la production des images, la diffusion des images. Le cinéma débordé sur ses propres côtés par un ennemi ou un frère qui serait la production d'images en général, permise à tous, autorisée à tous. Le cinéma devient donc l'occasion, le cinéma de guerre en tout cas, devient l'occasion de s'interroger sur ce qu'il est en tant que médium, mais sur son impuissance fondamentale face à la guerre. On y revient et on n'en sortira pas. Fondamentalement, un film prétend filmer, et il n'y arrivera jamais, au deux sens du terme filmer. Jamais il n'arrivera à vraiment entourer les morts disparus, les vivants qu'on voudrait sauver. Jamais il ne sera qu'un fichu ou un linceul, et jamais il n'arrivera à enregistrer, conserver, garder. Parce que, pour paraphraser le scénariste de Full Metal Jacket, c'est pas seulement un fichu ou un fichu linceul dont il s'agit, mais de capter l'impossible, à savoir un foutu merdier.